Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin sur Sud Radio, Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée européenne, présidente de Identité Liberté, le nouveau parti que vous venez de lancer, je vais y revenir. Motion de censure déposée par la gauche hier. Députée française, vous l'auriez votée ou pas ? Non, parce qu'on ne censure pas un gouvernement a priori, avant même qu'il ait mené la moindre conduite et déposé le moindre projet de loi. Ça me paraît pas très responsable dans l'actualité. En ne votant pas la censure, implicitement, vous auriez soutenu le gouvernement de Michel Barnier. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne représente pas les idées qui sont les miennes. Voilà, et j'ai émis un certain nombre de critiques d'ores et déjà sur les volontés d'augmentation des impôts, sur la cohabitation entre un ministre de l'Intérieur de droite et un ministre de la Justice de gauche. Je crois que ces remarques sont suffisamment claires pour que vous sachiez que ça n'est pas le gouvernement idéal que j'attendais. Maintenant, les circonstances sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de majorité. Ce gouvernement s'impose à nous faute de mieux, et donc n'ajoutons pas du chaos au chaos. Maintenant, le jour où il y a un manque de résultats, un bilan déplorable, ou on va dire des lignes rouges qui sont dépassées sur un certain nombre de sujets relatifs à la sécurité, relatifs à l'immigration ou relatifs aux questions économiques, et bien là en effet la question de la censure devra se poser, mais pas a priori une fois de plus. Vous voteriez l'abrogation de la réforme des retraites ? Alors moi, vous savez, ma position n'a pas changé de ce point de vue-là. Ma position, elle est très claire, c'est que je soutenais un allongement de la durée légale. Oui. J'étais pas tout à fait aligné, on va peut-être pas rentrer en détail aujourd'hui, sur les modalités précises de la réforme proposée par Emmanuel Macron, mais en revanche, je soutiens une réforme notamment du système des retraites publiques. Je considère qu'on doit aller vers un alignement avec aujourd'hui le privé, notamment sur les méthodes de calcul des pensions qui sont pour l'un, dans le privé, 25 dernières années contre 6 mois pour le privé, et je considère même qu'il faut ouvrir une part des retraites sur la capitalisation. Et 64 ans ou 65 ans ? Et pour une raison simple, je pense qu'on a déjà augmenté, donc n'allons pas pour l'instant au-delà, mais pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des dépenses... Près de 800 milliards d'euros par an sont consacrés aux dépenses sociales. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 575 le sont pour des dépenses sociales. Et dans cette part, une partie significative, voire déterminante, relève des retraites. Donc imaginez, si vous voulez, pouvoir réduire les dépenses publiques. Et donc, je l'espère, à terme, baisser les impôts, baisser les cotisations sociales, sans s'attaquer à cette question de l'assistanat ou de la question des retraites, évidemment, est inenvisageable. Donc vous ne voteriez pas l'abrogation de la réforme des retraites, contrairement au Rassemblement national, on est bien d'accord. Alors maintenant que les choses soient claires, et pour ne pas répondre à votre question pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui ce texte arrive dans un mois, et tout dépend de la manière dont il va être présenté, amendé et évolué. Parce que le RN est clair. Il ne vous aura pas échappé aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre d'une relation apparentée et de coalition avec le Rassemblement national, puisque comme vous l'avez justement relevé, je lance un mouvement auquel appartiennent 3 parlementaires, 3 députés qui ont été élus dans le cadre de cette coalition, et donc il faudra réfléchir à la meilleure manière de travailler ensemble. Pourrait revenir là-dessus. Donc comment ? Vous pensez que le Rassemblement national pourrait revenir sur cette volonté d'abroger la réforme des retraites ? Je ne vais pas parler à la place du Rassemblement national. Vous avez un désaccord profond sur la question, Marion Maréchal. Quel est le principe même d'une coalition ? Le principe même d'une coalition, c'est de mettre exactement autour de la table des gens qui ne sont pas d'accord, surtout si ce n'est sur l'essentiel. Et je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel. C'est pas l'essentiel, les retraites. Si nous n'avions pas des différences, excusez-moi, nous serions dans le même parti. Maintenant, comme dans tout le cadre de coalition, il y a des consensus qui sont trouvés, il y a des discussions, il y a des dialogues, il peut y avoir des évolutions sur les positions des uns et des autres en fonction de l'intérêt. Vous pensez que le RN évolue sur la question ? Maintenant, moi je vous le dis, quel est mon objectif avec la création de ce parti ? C'est ça qui est important. Au-delà de défendre les idées au-delà de défendre les idées qui sont les miennes, qui sont les nôtres avec nos parlementaires, c'est de faire en sorte de tirer les leçons des dernières élections législatives, de constater que s'il y a eu évidemment un record de voix accordé au camp national, près de 11 millions, néanmoins, il y a eu une défaite. Et qu'il a manqué lors de ces élections des Français en moyenne, quand on regarde les résultats, plus âgés, plutôt retraités, plutôt issus de l'ouest de la France, plutôt urbains, et que donc je crois que le camp national au sens large, et je veux y prendre toute ma part avec Identité Liberté, doit s'affairer à aller convaincre ces Français. Parce que j'ai une seule obsession, c'est précisément de faire vivre cette coalition pour que nous puissions gagner la prochaine fois. Parce qu'il est urgent de gagner, la situation est dramatique, nous n'avons plus de
temps devant nous. Dites-moi, Marion Maréchal, avec vous, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, toujours. Toujours, absolument. Toujours. 3 Pelletier, députés européens et 3 députés nationaux. Le néant de la pensée politique. Ah, ça y est, vous y revenez. Non, j'y reviens pas, c'est ce que vous avez dit. Mais je fais juste une parenthèse que je referme, puisque vous l'assumez. Mais nous étions évidemment en concurrence électorale, il était chez les Républicains, et la beauté fait que nous avons su nous retrouver sur l'essentiel lorsque nous étions tous les deux à Reconquête. Alors, est-ce que vous avez dilapidé l'argent d'Éric Zemmour, oui ou non? Parce que ces accusations reviennent sans cesse. Oui, sans cesse Vous avez emporté les fichiers, paraît-il, et les données personnelles des militants d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qui m'a opposé à Reconquête et à Éric Zemmour? C'est très simple, c'est un désaccord politique. Un désaccord politique que j'ai vécu comme une promesse trahie. Voilà, je vous le dis très clairement. J'ai rejoint. Moi, je n'ai pas changé. Mes convictions n'ont pas changé depuis que j'ai fait de la politique en 2012, à l'époque au Rassemblement national. Je suis partie, j'ai monté une école et je suis revenue en politique après avoir arrêté 5 ans parce que j'ai voulu croire dans la promesse donnée par Éric Zemmour de mettre en œuvre l'union des droites. Voilà. Je constate que cette promesse a été mise à mal. D'abord pendant les élections européennes, quand la direction de Reconquête, dont Éric Zemmour, voulait absolument faire du Rassemblement national le premier adversaire de notre liste. Je ne souhaitais pas cela, je souhaitais que le premier adversaire soit la gauche. Première chose. Deuxième chose, et pour moi reniement ultime, lorsque la direction de Reconquête a pris la décision de présenter un maximum de candidats Reconquête contre la coalition RN-Ciotti, en prenant le risque à l'époque, souvenons-nous-en quand même, de faire gagner la gauche et l'extrême gauche. J'étais en désaccord avec cela. Je n'ai pas voulu par cohérence suivre cela. Et donc, je l'ai fait savoir publiquement, et à l'issue de ça, moi et les 3 autres eurodéputés avons été exclus de Reconquête par Éric Zemmour. Donc, les choses sont très claires. J'ai un désaccord politique. Et maintenant, comme malheureusement en politique et dans la vie publique, après ce désaccord, une campagne de diffamation a été lancée, n'importe quoi a été raconté sur les réseaux sociaux. On a tenté de salir mon image et de ramener ça à des affaires personnelles. Maréchal, sur les réseaux sociaux, vous êtes attaqué sans cesse par les partisans d'Éric Zemmour. Mais quand même, il rappelle, vous avez fait le deuil de l'alliance avec le RN. C'est ce que vous disiez il y a encore quelques mois. Je fais le deuil de l'alliance avec le RN. Vous le disiez. Vous étiez aux côtés d'Éric Zemmour. Vous avez été élu eurodéputé aux côtés d'Éric Zemmour, en partie grâce à lui. Grâce à lui. Puis vous l'avez quitté pour vous rapprocher du RN. Attendez, excusez-moi. Alors, est-ce que vous êtes fiable ? Déjà, je ne l'ai pas quitté. J'en ai été exclu. J'ai été exclu parce que j'ai soutenu la coalition RN-Ciotti. Pourquoi j'ai fait cela ? Parce qu'il y avait un espoir formidable, enfin, de voir le camp national gagner. Je ne voulais pas porter la responsabilité historique de faire gagner la gauche et l'extrême gauche. Voilà. C'est un désaccord politique. Maintenant, il y a en effet des gens qui tentent de diffamer, de salir des réputations. Je n'y répondrai pas. Je n'y ai pas répondu parce que je crois qu'on a autre chose à offrir aujourd'hui que des petites batailles d'ego et des petites batailles personnelles. Maintenant, Sarah Knafo qui salit votre réputation. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut se féliciter ? Parce que moi, la coalition des droites, c'est une idée que je défends depuis toujours. Je la défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Et pour la première fois, on peut quand même s'en féliciter, pour la première fois, elle est advenue en partie aux dernières élections législatives. Éric Ciotti, et je le salue pour cela, qui est l'ancien président des Républicains, a passé le pas du cordon sanitaire et a fait une alliance avec le Rassemblement national. Nous-mêmes, nous avons réussi, avec 3 élus et plusieurs candidats dans les circonscriptions, à faire une ébauche d'alliance. Eh bien, aujourd'hui, je m'en félicite et je dis, et c'est tout l'objet du parti que je lance aujourd'hui, Identité Liberté, que nous devons continuer sur cette voie, aller plus loin, nous structurer davantage et faire en sorte, dès les prochaines municipales, eh bien, de rassembler suffisamment de Français ensemble pour pouvoir battre la gauche et l'extrême gauche. Sarah Knafo était aux côtés de Donald Trump lundi, elle s'en est félicitée, elle s'est vantée de cela sur les réseaux sociaux, entre autres. Donald Trump qui a dit plusieurs choses, et je voulais vous interroger dessus. En cas de retour à la Maison-Blanche, l'OTAN ne protégera plus l'Europe. Voilà ce qu'il a dit. Oui, il a dit quelque chose d'un peu plus nuancé que ça. Il a dit les Européens doivent mettre davantage d'argent au pot s'ils veulent que les États-Unis exactement les mots restent. Quelle est la condition qu'il a dit ? Il a dit parce que les Européens mettent pas assez d'argent. Écoutez, vous savez ce qu'il a dit aussi. Je ne suis pas candidate aux militante de Donald Trump. Non, mais vous êtes députée européenne. Oui, exactement. Alors, que répondez-vous, européenne, pas américaine. Que répondez-vous ? Députée européenne, justement, puisque c'est l'Europe qui est en question. Que répondez-vous à Donald Trump ? Vous savez ce que je réponds ? Je réponds que si Donald Trump était élu, et je l'espère pour les États-Unis comme pour l'Europe face au drame que serait Kamala Harris, je pense que ce serait une aubaine. Voilà, parce que si en effet Donald Trump souhaite faire en sorte de moins s'investir sur l'OTAN, ça fera en sorte que les Européens, enfin,
enfin, prennent en charge leur propre sécurité collective, investissent davantage dans leurs développent une défense européenne, propres outils de défense européenne, et fassent davantage de projets communs pour être plus autonomes. Non, je suis contre une défense européenne parce que qui dit défense européenne... Non mais attendez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, c'est pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de pays européens qui ont fait le choix, c'est pas tout à fait le cas de la France, fort heureusement, de transférer leur sécurité aux États-Unis. Et donc, pour ce faire, ils investissent bien moins dans leur outil de défense et encore bien moins davantage dans du matériel de défense européen. Et la France, d'ailleurs, en est le premier perdant. Je ne dis pas pour autant qu'il faille une défense européenne, une armée européenne et donc une diplomatie européenne. Parce que, attention, qui dit armée européenne dit diplomatie européenne. Donc, politique étrangère européenne. Moi, je crois que chaque pays, de ce point de vue-là, doit pouvoir garder sa singularité, et en particulier la France seule face aux géants de ce monde. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'au maximum, il y ait évidemment une coordination au niveau européen. Il faut qu'il y ait davantage d'investissements européens dans du matériel de défense européen et notamment français, et que nous allions donc de ce point de vue-là vers une autonomie de plus en plus forte. Voilà, ce qui ne veut pas dire sacrifier notre singularité nationale en matière de défense. J'ai bien écouté Donald Trump les dernières interventions, puisque vous soutenez Donald Trump. Vous voulez pas qu'on parle de la France un petit peu? Ce serait peut-être plus intéressant. Écoutez-moi bien, d'abord c'est moi qui décide, la première chose, ici. Oui, sur vos questions et sur mes réponses. Donald Trump, pardon, que vous soutenez, je le rappelle, un meurtrier c'est dans ses gènes. Face à Kamala Harris, oui, c'est sûr. Un meurtrier c'est dans ses gènes, vous êtes d'accord avec lui? Attendez, vous n'allez quand même pas me faire commenter l'intégralité de la campagne de Donald Trump. Non mais je vous pose la question. Je trouve que Donald Trump, alors je vais assumer totalement, je trouve que Donald Trump serait une meilleure chose en effet que Kamala Harris. Voilà, ça c'est sûr. Un meurtrier c'est dans ses gènes. Maintenant, excusez-moi, je suis pas américaine et je suis pas militante de Donald Trump. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la France? Est-ce qu'un meurtrier c'est dans ses gènes? Parce que ça c'est facile pour éviter la réponse de vouloir passer à autre chose. Est-ce que c'est une phrase que j'aurais tenue? Non. Voilà, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas ou soutenir ce que je n'ai pas soutenu. Il accuse les migrants d'importer de mauvais gènes. Est-ce qu'en Europe et en France, les migrants importent de mauvais gènes? Vous savez en quoi Donald Trump est une bonne chose? Eh bien tout simplement parce que comme nous en Europe, il souhaite en effet réduire drastiquement l'immigration. Il se bat aujourd'hui contre le wokisme et l'islamo-gauchisme. Est-ce que les migrants importent de mauvais gènes? Parce que, excusez-moi, mais ça n'a pas l'air de vous intéresser. Mais aujourd'hui les États-Unis vivent un drame au même titre que nous. Pour ne prendre qu'un seul exemple, leur université publique et privée, d'ailleurs, parce que c'est essentiellement un système privé, est gangrénée par le fanatisme de l'islamo-gauchisme. Aujourd'hui, nous avons le même phénomène en France qui est en train d'arriver, et Donald Trump, comme nous d'ailleurs, souhaitons y mettre fin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans les universités françaises, il y a des blocages qui ne sont d'ailleurs pas sanctionnés par les directions d'établissement, dans lesquels il y a des étudiants qui mettent le jour du 7 octobre où 1200 personnes civiles ont été massacrées, qu'il y a là un acte de résistance qui appelle à l'intifada. Dites-moi, combien de drapeaux palestiniens ont été brandis dans les universités hier? Ces gens-là, combien, Mario Maréchal? Je ne sais pas combien de drapeaux palestiniens. Oui, d'accord, mais il n'y a pas eu de blocage. À part Sciences Po, il n'y a pas eu de blocage. Pratiquement pas de blocage. Mais bien sûr qu'il y a eu des blocages. Mais très peu. Et il y a eu des slogans. Mario Maréchal, des graffitis. Je voudrais que vous me répondiez. Là, ça vous intéresse pas? Je voudrais que vous intéresse pas. Non, mais moi, ce sont vos réponses qui m'intéressent. Non, mais excusez-moi. Vous ne me répondez pas. Non, mais est-ce que c'est un sujet? Non, mais c'est un sujet central. Il accuse les migrants d'importer de mauvais gènes. Excusez-moi, je ne vais pas passer une émission le jour où je suis en train de lancer un parti politique à commenter les déclarations de Donald Trump. Moi, je vous demande simplement de répondre à cette question. Non, mais cette question ne m'intéresse pas. Voilà, je vous le dis. Donc, elle ne m'intéresse pas. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire sur Donald Trump, et je vous ai dit que je n'avais pas à répondre de tout ce que disait Donald Trump. Alors, on va passer à autre chose. Ce que je vous dis, excusez-moi, je permets de finir quand même sur l'histoire des universités parce que ça m'apparaît essentiel. On est face à des gens qu'on nous présente comme des pacificateurs, comme des faiseurs de paix, en ce qui concerne la gauche et l'extrême gauche qui aujourd'hui appellent à cette insurrection dans les universités. Ces gens-là ne sont pas des faiseurs de paix, ce sont des faiseurs de guerre. Non seulement ils ne veulent pas la paix là-bas, puisqu'ils ne veulent pas de l'existence de l'État d'Israël. Ils crient des slogans qui consistent à dire qu'il faut mettre fin, comme le souhaite le Hamas, à l'État d'Israël. Et ils sont, excusez-moi, je finis par là, des faiseurs de guerre ici, parce qu'ils ne veulent pas d'ailleurs seulement importer le conflit israélo-palestinien. Ils veulent à travers cela faire la guerre à ce qu'ils appellent l'Occident, à ce qu'ils appellent l'Europe blanche, à ce qu'ils appellent finalement la culture européenne, qui est coupable par essence et qui est une espèce de culture néocoloniale. L'Europe blanche des bons et donc jeunes. ce ne sont pas seulement, je vous le dis, des adversaires politiques. Blanche des bons ce jeunes. sont des ennemis. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce sont des ennemis. Je mets dans leur bouche ce qu'ils défendent. Ce sont des ennemis de la France. C'est un péril mortel. Et ce sont ces mêmes gens d'ailleurs qui en parlent
parallèle de cela, défendent évidemment une politique d'immigration massive, défendent évidemment l'islamisation du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que Rima Hassan, qui est l'égérie de ce combat, il y a quelques jours de cela, elle s'affichait avec le Fémizo, une association des frères musulmans, des islamistes, mais je veux dire, on devrait s'en indigner tous les jours. Il y a des députés LFI qui sont allés soutenir des islamistes qui ont appelé à l'intifada dans la rue de Paris. Non mais je veux dire, c'est ça aujourd'hui qui est à l'origine des mouvements dans les universités. Emmanuel Macron, par ses déclarations récentes, selon vous, est le complice du Hamas et du Hezbollah? Sur le refus d'envoyer des... Oui, est-ce qu'il est le complice du Hamas et du Hezbollah? Je dirais pas qu'il est c'est un peu fort quand même, me semble-t-il. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une question à se poser derrière cette déclaration, au-delà de l'immense maladresse de l'affaire le jour du 7 octobre. Mais moi, je pose une question très simple. Est-ce que si on arrête d'envoyer des armes, c'est pas le cas de la France, mais si les États-Unis, par exemple, arrêtent d'envoyer des armes à Israël et donc contribuent à désarmer Israël, est-ce que le Hamas va arrêter de tuer des Israéliens? Non. Qu'arrive-t-il lorsque l'on désarme un État face à des organisations terroristes, en l'occurrence le Hamas et le Hezbollah islamiste? Que se passe-t-il? Eh bien, les civils vont mourir. Les civils vont mourir, et principalement d'ailleurs, et exclusivement probablement les civils. Et donc moi, je vous le dis, je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'on explique que Israël doit renoncer à se défendre dans son intégrité physique et territoriale face à une menace existentielle. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. C'est terrible, c'est monstrueux. Et évidemment, les civils qui en meurent sont un drame pour tous. Mais une fois de plus, nous sommes face non pas à des États, nous sommes face à des milices armées islamistes qui, une fois de plus d'ailleurs, ne menacent pas seulement Israël et les Israéliens, car il y a eu d'ailleurs des otages français, des morts français, mais qui menace aussi l'Europe, puisque le Hamas, évidemment, a appelé, au lendemain d'ailleurs des attentats du 7 octobre, à frapper en Europe, et cela s'est conclu, je le rappelle, et je le rappellerai toujours, par la mort du professeur Dominique Bernard, qui a été frappé par un islamiste. Est-ce que la civilisation française et européenne est en train de disparaître ? Je vous dis ça parce que la théorie du grand remplacement, qui est une théorie que vous... C'est pas une théorie, c'est une statistique démographique. Une statistique, si vous voulez. Celle de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur. C'est complotiste, dit Marine Le Pen. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Non, elle dit que ça n'est pas quelque chose d'organisé sciemment. Moi, et ce que je dis tout simplement, c'est que moi, le grand remplacement, c'est une conclusion statistique. Oui, aujourd'hui, comment évitez-vous le grand remplacement ? Quand vous avez 30% des naissances aujourd'hui qui sont extra-européennes, quand vous avez une augmentation massive de la pratique de l'islam dans notre pays, il y a de fait un grand remplacement démographique. Comment évitez-vous le grand religieux qui peut advenir? Comment l'éviter? Eh bien, par une raison très simple, c'est une nouvelle politique migratoire qui ne soit pas celle que nous connaissons aujourd'hui et qui est finalement subie, massive et complètement désorganisée, mais qui soit une politique beaucoup plus drastique, beaucoup plus restrictive, et qui organise aussi, de fait, le retour vers leur pays d'origine d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français. Je pense évidemment aux clandestins. Je rappelle quand même qu'ils sont estimés à l'époque par Gérald Darmanin entre 700 et 800 000 sur le territoire français. C'est considérable. Je parle évidemment des délinquants étrangers dont on constate après l'affaire Philippines qu'ils ne sont pas automatiquement renvoyés, d'ailleurs avant même leur peine, pour purger leur peine dans leur pays d'origine ou à l'issue de leur peine, ce qui évidemment est là encore un drame massif. Et je pense aussi à des étrangers qui sont en situation de chômage durable et qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, qui pèsent sur la solidarité nationale et qui donc de ce fait doivent être reconduits vers leur pays d'origine. Est-ce que Philippine a été violée et tuée parce qu'elle est une femme? Elle était une femme. Parce qu'elle était une femme, de fait, elle a été violée. C'est donc un féminicide au départ. Parce qu'elle était une femme. Mais est-ce que la raison, c'est qu'elle a été tuée parce qu'elle était une femme? Je ne suis pas sûr que ce soit le premier motif. Je pense qu'on est face à quelqu'un qui, aujourd'hui, était dans un criminel, d'ailleurs, déjà identifié, et qui avait déjà violé, et qui était un danger pour la société. Et que la société a laissé en liberté. Non, mais qu'une femme ait été tuée par un homme... Alors, je sais où vous voulez en venir. Non, je vous réponds. Non, je sais où vous voulez en venir. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Je vais vous expliquer. Philippine, violée et tuée par une femme, donc un féminicide. Violée et tuée par un meurtrier présumé qui n'avait pas été expulsé à temps. Oui. Vous êtes d'accord ? Et c'est là d'ailleurs où l'État est responsable. L'État est responsable. Et la politique migratoire menée est à l'origine de cette situation. Double origine de ce crime. Oui, double origine, mais si vous voulez, le problème du terme féminicide tel qu'il est utilisé, moi je ne remets pas en cause que c'est une femme qui a été tuée par un homme, mais ce qui me déplaît, et on le voit notamment à travers l'affaire Mazan, qui est une monstruosité absolue, les meurtres, les viols réguliers de cette femme, une mise en accusation idéologique de l'ensemble de la gente masculine. C'est-à-dire qu'on essaye de nous expliquer, parce que vous savez, dans toutes les civilisations et à toutes les époques, il y a des meurtriers, il y a des criminels et il y a des salauds. Et le rôle de l'État, c'est précisément de protéger
de peau et leur protéger, origine, mais oui, d'ailleurs. c'est de fait. Parce qu'Amazon, que je sache, Amazon, les accusés sont à ceci près, Jean-Jacques Bourdin, excusez-moi. Locaux, bien Une seule chose, c'est que on aura toujours notre lot de criminels, de violeurs et de meurtriers en France. C'est pas une raison pour importer des prédateurs supplémentaires, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qui est démontré par toutes les statistiques de la surdélinquance étrangère dans notre pays. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je refuse, parce qu'il y a des violeurs et parce qu'il y a des criminels hommes qui s'en prennent à des femmes, de dire que tous les hommes sont par essence et intrinsèquement des violeurs et des criminels. Je ne crois pas à la théorie du patriarcat, du continuum de violence, cette société qui consisterait à expliquer que l'homme est coupable par essence et par nature. Moi, j'ai des frères, j'ai un père, j'ai des amis hommes. Je peux vous dire qu'ils n'ont rien à voir avec ces monstres-là. Donc je n'aime pas cette mise en accusation de la masculinité. Et c'est pour ça que derrière ce terme féminicide, je vois beaucoup d'instrumentalisation idéologique. Et je vois surtout, pardonnez-moi, une volonté de nous détourner du vrai sujet. Parce que sur l'affaire Philippines, le sujet, c'est pas le patriarcat, excusez-moi, c'est pas le continuum de violence, c'est pas le fait que l'homme est par essence coupable, c'est le fait qu'on ait importé un prédateur, qu'on ait laissé un violeur en liberté et qu'on ait donc mis en danger cette jeune femme alors que nous avons les moyens de faire autrement. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de ce que je veux défendre à travers notre mouvement aujourd'hui Identité Liberté dans les années à venir. Bien, Marion Maréchal, merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h55. Patrick Roger sera là juste après les informations de 9h.